Janvier 1968. Les Marines sont assiégés durant l'une des batailles les plus célèbres de la guerre du Vietnam. Novembre 1954. Des parachutistes français sont largués pour venir en aide à leurs camarades assiégés. Les combats qui vont s'ensuivre changeront à tout jamais l'histoire dans cette partie de l'Asie. Assiéger l'ennemi a toujours été l'une des armes essentielles d'un arsenal militaire, soit pour éliminer une place forte, soit pour bloquer les forces ennemies. Mais cela entraîne que des civils se retrouvent souvent au milieu des combats. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 2 des sièges les plus importants se sont déroulés dans des camps retranchés isolés, dans le même pays, et dans les 2 cas, l'assaillant fut le même général. La stratégie est le siège. Le Vietnam, 1953. Une dizaine d'années avant que les États-Unis n'interviennent militairement, le Vietnam est depuis longtemps une colonie française. Durant les 8 dernières années, le Viet Minh communiste mène une guérilla contre la France. Avril 1953, le Viet Minh envahit un autre territoire français frontalier au Vietnam, le Laos. Le nord-ouest du Vietnam est une région cruciale. Le général Henri Navarre décide d'empêcher le Viet Minh d'utiliser la route du Laos pour ses ravitaillements. Il fait alors construire une ligne de villes fortifiées et de bases militaires. L'une d'elles est le nouveau camp retranché créé à Dien Bien Phu. Le général Vo Nguyen Giap, commandant des opérations du côté Viet Minh, comprend lui aussi l'importance militaire de cette zone et de cette nouvelle base à Dien Bien Phu. Mais les 2 généraux ont aussi en tête des objectifs bien plus politiques, les pourparlers de paix à venir sur le futur de la région, et tous 2 sont décidés à les influencer. Vietnam 1967. 14 ans plus tard, la base de combat des Marines à Khe Sanh. Le Vietnam est coupé en 2. Les communistes contrôlent le nord et soutiennent une guérilla pour renverser le gouvernement de la zone sud, soutenu par les États-Unis. La région est une poudrière sur le point d'exploser. D'un point de vue militaire, la base de Khe Sanh est stratégique. Elle est située sur la route 9 qui longe la zone démilitarisée et assure la protection de l'ancienne cité impériale de Hue. Mais comme à Dien Bien Phu, Khe Sanh va devenir un point stratégique, que cela soit politiquement ou militairement. Et dans les 2 camps retranchés, l'assiégeant sera le même, le général communiste Vo Nguyen Giap. Les 2 fois, le général Giap essaiera d'étouffer ses ennemis avec des opérations terriblement meurtrières. Puis, il tentera de les écraser avec l'une des stratégies guerrières les plus vicieuses, le siège. Assiéger un ennemi est une tactique aussi vieille que la guerre elle-même. Un siège est par essence une bataille au ralenti. Par conséquent, il a toutes les caractéristiques d'une bataille avec le temps comme élément supplémentaire. L'assiégé essaie de gagner du temps pour retarder l'assiégeant, et l'assiégeant essaie d'éliminer l'assiégé aussi vite que possible. Dans une stratégie de siège, l'assiégé et l'assiégeant doivent garder à l'esprit certains points essentiels. Un objectif clair. L'assiégeant doit savoir s'il veut simplement bloquer l'ennemi ou s'il veut l'éliminer. Et l'assiégé doit décider s'il veut simplement tenir ou s'il veut créer une situation grâce à laquelle il pourra contre-attaquer.
des moyens suffisants. L'assiégeant doit s'assurer qu'il a suffisamment d'hommes et d'équipements pour imposer un siège. Tandis que l'assiégé doit être sûr d'avoir la puissance suffisante pour tenir aussi longtemps que nécessaire. La maîtrise des hauteurs. Les belligérants ont besoin de contrôler les hauteurs autour de la cible. L'assiégé doit s'assurer qu'un assiégeant ne peut faire feu sur ses positions. Traditionnellement, l'assaillant tente de le faire depuis des beffrois ou des collines environnantes. Mais au XXe siècle, la maîtrise des hauteurs connaît la révolution de l'aéronautique. Le ravitaillement. Lorsque le siège a commencé, l'assiégeant doit couper tous les moyens de ravitaillement de l'assiégé, tout en assurant ceux de ses propres forces. L'assiégé doit avoir suffisamment de réserves pour tenir aussi longtemps que nécessaire ou trouver un moyen pour se ravitailler. Au XXe siècle, l'appui aérien a un rôle essentiel dans le ravitaillement. L'assiégeant et l'assiégé se retrouvent obligés de contrôler les voies aériennes. La fin du conflit. L'assiégeant et l'assiégé doivent prévoir ce qu'ils feront à la fin du siège. Pour l'assiégeant, cela signifie savoir ce qu'il fera s'il est forcé d'interrompre le siège et de se retirer. Il est très facile de se retrouver en état de siège, mais il est essentiel d'avoir à l'esprit la finalité de l'opération, pour vous assurer que tout ce que vous ferez durant le siège vous mènera soit à la destruction de l'ennemi, soit à faire une avancée. Et si vous vous faites délibérément assiéger, assurez-vous de pouvoir contre-attaquer et de vous échapper. Ne vous lancez jamais dans une stratégie de siège si vous ne savez pas où vous allez. 20 novembre 1953. Le plan du général Navarre entre en action. 2 bataillons de parachutistes français sautent au-dessus de la vallée de Dien Bien Phu avec pour objectif de construire une nouvelle base de combat. Au sol, les soldats rencontrent peu de résistance. 48 heures plus tard, plus de 4195 hommes sont sur place et une bande d'atterrissage permettant à un petit appareil d'y atterrir est construite. La nuit suivante, plus de 240 tonnes de matériel seront larguées. Le 25 novembre, le premier gros appareil se pose. Le camp retranché du général Navarre dans la vallée de Dien Bien Phu prend forme. Pendant ce temps, le Viet Minh et le général Giap les observent. Khe Sanh, 14 ans plus tard. Les Marines sont fin prêts à subir les assauts imminents de l'ennemi. Ce sont les forces spéciales américaines qui ont installé la base de Khe Sanh en 1962. Elle sert de centre pour l'un de leurs groupes anti-guérilla. 4 ans plus tard, alors que la guerre du Vietnam s'intensifie, la base est reprise par les Marines et ceux-ci l'agrandissent. En 1967, le général William Westmoreland, commandant en chef des troupes armées au Vietnam, l'utilise aussi comme base secrète pour les équipes des forces spéciales américaines effectuant des opérations au Laos. Tout comme à Dien Bien Phu 14 ans plus tôt, le général Giap s'apprête à lancer une attaque sanglante. À Dien Bien Phu en 1954, son adversaire est le général Navarre. À Khe Sanh, en 1968, c'est le général Westmoreland. Pour l'assiégeant et l'assiégé, la stratégie du siège est sur le point de se mettre en place. En janvier 1954, la nouvelle base française à Dien Bien Phu se fortifie. Il est l'heure pour les généraux sur place, ainsi qu'à Khe Sanh, 14 ans plus tard, de faire face à la première règle d'une stratégie de siège. Le besoin d'un objectif très clair. Assiégeants et assiégés doivent connaître exactement les raisons de leur engagement dans un siège et ce que la victoire représente à leurs yeux.
L'exemple le plus célèbre du manque de clarté des objectifs d'un belligérant peut être observé lors de la Deuxième Guerre mondiale à Leningrad. Les généraux présents à Dien Bien Phu et à Khe Sanh auraient dû se souvenir de ce précédent historique. En juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique. En septembre, ses tanks s'approchent de Leningrad. Hitler, à l'origine, a un objectif très clair, s'emparer de la ville. Mais il change soudain d'avis. 5 jours à peine après que les premiers obus aient frappé Leningrad, Hitler annonce que Moscou est son objectif prioritaire. Il y envoie tous ses panzers. La ville, par la suite, est assiégée et la population affamée obligée de se rendre. En changeant d'objectif, Hitler est responsable de l'immobilisation d'une importante partie de son armée. Et celle-ci aurait été bien mieux utilisée sur d'autres fronts. Ces hommes se retrouvent alors enlisés à Leningrad. Les soviétiques, eux, n'ont d'autre objectif que d'utiliser ce siège pour bloquer le plus de troupes allemandes possible, et ce, le plus longtemps possible. Pour la France, en 1954, le but initial de Dien Bien Phu est purement militaire. Le camp bloquera la route du Laos au Viet Minh et servira de base d'où l'on pourra lancer des opérations dans toute la région. Le général Viet Minh Giap voit les choses différemment. La base des Français à Dien Bien Phu représente une occasion exceptionnelle de leur infliger une défaite humiliante. S'il arrive à s'emparer de la position française, ce sera non seulement un triomphe militaire, mais surtout une aide fantastique pour les négociateurs communistes vietnamiens lors des futurs accords de paix. Le Viet Minh avait une idée très précise de ce qu'il voulait, c'est-à-dire une victoire spectaculaire, une victoire franche, une opération qui soit vue comme un succès par la presse française, américaine, britannique, dans le monde entier. Ce basculement d'un objectif militaire vers un autre plus politique coupe l'herbe sous le pied de la stratégie française qui n'avait qu'un objectif purement militaire, empêcher le ravitaillement de l'ennemi. La France a établi une base d'opération à Dien Bien Phu pour couper la route de ravitaillement du Viet Minh. Mais une fois que cette base est encerclée et étouffée, la motivation du départ a perdu tout son sens. Le général Navarre se retrouve alors sur la défensive. Son seul objectif est désormais de tenir à tout prix et d'empêcher que le général Giap ne réussisse un coup politique et militaire. 14 ans plus tard à Khe Sanh, il semble que le même drame soit sur le point de se répéter. Fin 1967, début 1968, les communistes harcèlent les forces américaines présentes au Vietnam. Celles-ci, installées depuis 2 ans dans le pays, sont confrontées à de graves problèmes de ravitaillement et de lourdes pertes humaines. De plus, les Américains perdent peu à peu le soutien de la population rurale qui leur était auparavant acquis. 14 ans plus tard, Giap adapte sa stratégie militaire en fonction d'un objectif politique. Les images de la guerre sont vues par tous en Amérique grâce à la télévision. Le général Giap va s'en servir pour saper le soutien politique des Américains envers cette guerre si lointaine. Son objectif militaire est de convaincre les médias et le public américain par le biais d'opérations spectaculaires que leurs soldats ne pourront jamais venir à bout de la résistance Viet Cong, quels que soient les sacrifices consentis. Il décide d'envoyer 84 000 communistes à l'attaque de ce qui est alors considéré comme des zones urbaines à l'abri de tout danger. Dans la liste se trouve Saigon, la capitale du Sud-Vietnam, ainsi que les 36 capitales de ses provinces. Il veut aussi frapper la base de Khe Sanh avec l'intention de la raser. Tout comme les Français à Dien Bien Phu, les Américains ont un objectif militaire très simple,
bloquer le flot des fournitures militaires des Viet Cong. L'objectif initial des Américains à Khe Sanh était proche de celui des Français à Dien Bien Phu, c'est-à-dire établir une base dans le territoire tenu par l'ennemi afin de gêner sa logistique et de couper ses moyens de ravitaillement. Toutefois, lorsque le siège de Khe Sanh débute, cet objectif change soudain. Le président américain Lyndon Johnson craint tellement les retombées désastreuses d'une perte de leur base qu'il fait construire dans la Maison-Blanche une réplique miniature de Khe Sanh. Il demande aussi des rapports quotidiens de la situation sur place. L'objectif des Américains, une fois que la bataille à Khe Sanh débute, est simple, c'est tenir. Ayant clarifié leurs objectifs, les généraux en 1954 et en 1968 ont maintenant besoin de se souvenir d'une autre règle qu'implique la préparation d'un siège. Avoir des moyens suffisants. L'assiégeant doit avoir les hommes et l'équipement nécessaire pour imposer un siège, et l'assiégé doit être suffisamment puissant pour pouvoir se défendre. Encore une fois, les généraux vont devoir se souvenir des enseignements laissés par Leningrad. En septembre 1941, le plan d'Hitler était de s'emparer de Leningrad en quelques jours. Mais les tanks allemands vont mettre plus de temps que prévu. Ce qui va offrir à la ville un répit pour préparer ses défenses. Les usines, les ponts et les bâtiments publics sont tous minés, prêts à exploser au passage des Allemands. Les rues sont barricadées et piégées à l'aide de mines anti-tanks et les immeubles protégés par des bunkers de fortune. Les Allemands n'avaient pas les moyens suffisants pour s'emparer de la ville. Ils laissèrent donc aux Soviétiques le temps nécessaire de se doter de ces fameux moyens suffisants pour leur défense. Que cela soit à Dien Bien Phu en 1954 ou à Khe Sanh en 1968, c'est Giap qui doit faire venir le nombre d'hommes nécessaires face à un ennemi déterminé à tenir dans un camp retranché. Et ce sont les généraux Navarre et Westmoreland qui doivent s'assurer d'avoir les moyens pour repousser ces assauts. Janvier 1954. La nouvelle base de Dien Bien Phu. À sa tête, le colonel Christian de Castries. Dien Bien Phu est située dans une vallée en forme de cœur qui fait 17 km de long et 5 à 7 km de large. Elle est assez grande pour y mener une guerre conventionnelle. Pour protéger leur base, les Français aménagent des points d'appui sur les collines situées autour de la vallée et de la piste d'atterrissage. Les soldats affirment que de Castries donne comme nom à ses centres les prénoms de ses conquêtes féminines. La vérité n'est pas aussi amusante. Pour des raisons pratiques, c'est une liste de prénoms dans un ordre alphabétique qui est choisi. Anne-Marie, Béatrice, Claudine, Dominique, Eliane, Françoise, Gabrielle, Huguette. Et Isabelle, à 6 km au sud, protège un terrain d'aviation de secours. De Castries dispose de 6 avions de chasse BR-4 stationnés sur la piste principale. Il a aussi 10 chars légers M24. Et ce qui est essentiel, il peut compter sur un ravitaillement aérien. Les Français sont persuadés d'avoir les moyens nécessaires pour se défendre, même si une artillerie arrivait à être installée dans les environs. Mais ils savent que les bases et la poignée d'armes du général Giap se trouvent à plus de 480 km derrière une jungle épaisse. La réponse du général Giap est de regrouper non pas une armée, mais deux. La première est constituée de ses unités de combat. Entre le 6 décembre et le 24 janvier, 5 divisions Viet Minh convergent sur Dien Bien Phu. Sa deuxième armée est une force de 20 000 paysans. Des hommes, des femmes et des enfants sont chargés de créer de nouveaux chemins à travers la jungle et de transporter les ravitaillements à vélo ou même sur leur dos. Les déplacements ne s'effectuent que la nuit pour éviter d'être repérés par l'aviation française. Le général Giap fait démonter ses pièces d'artillerie, les fait transporter une à une à travers la jungle, puis les fait remonter à Dien Bien Phu.
À Dien Bien Phu, Giap semble lui aussi posséder les moyens suffisants pour lancer son assaut. À Khe Sanh, 14 ans plus tard, il employa une tactique différente. Khe Sanh est à 10 km de la frontière laotienne et au sud de la DMZ, la zone démilitarisée qui divisait le nord et le sud Vietnam. Le village est situé sur un plateau au nord de la route 9 et à l'est de la rivière Rao Quan. La réserve de munitions, la piste d'atterrissage et la zone de droppage sont situés au nord du village de Khe Sanh. Le camp s'étend sur un terrain long d'1,5 km et large de 800 mètres. La piste d'atterrissage en aluminium, longue de 1200 mètres, peut recevoir des appareils tels que le Lockheed C-130 Hercule. À l'insu des Américains, du moins au début, Giap fait traverser la frontière laotienne à 2 de ses divisions et les fait se rassembler près de Khe Sanh. Ces unités de mortier pourront se mettre rapidement en position une fois que l'attaque sera lancée. Il a disposé plusieurs pièces d'artillerie à longue portée cachées le long de la frontière laotienne. Les soldats américains à Khe Sanh sont eux aussi bien préparés. Jusqu'au début du mois de décembre, les collines entourant la base ne sont pas particulièrement surprotégées. Pourtant, les forces spéciales et les patrouilles de Marines ne cessent de faire des rapports sur un regroupement massif des effectifs ennemis dans la région. Le général Westmoreland fait venir 3 bataillons supplémentaires de Marines à Khe Sanh pour renforcer la base. À Khe Sanh, Américains et Viet Cong considèrent avoir les moyens suffisants. Mais lorsqu'un siège est planifié, il reste un autre facteur à ne pas négliger. La maîtrise des hauteurs. Soit depuis le terrain, soit depuis ce que les stratèges militaires appellent la 3e dimension, le flanc aérien. À Leningrad, c'est le flanc aérien qui a permis la maîtrise des hauteurs. Si les Allemands avaient contrôlé le ciel, ils auraient pu bombarder Leningrad et empêcher ses modes de ravitaillement. Mais ils en furent incapables. Les appareils de la Luftwaffe n'avaient pas l'autonomie suffisante pour larguer des hommes sur la ville, sans compter que la météo était en leur défaveur. Les transports de troupes avaient du mal à s'effectuer car les Junkers Ju-52, comme tous les appareils allemands, éprouvaient de grosses difficultés à voler par mauvais temps, particulièrement en hiver. Les Allemands furent donc incapables d'emmener jusqu'au siège les hommes que le flanc aérien aurait pu leur offrir. Et c'est ainsi que la maîtrise des hauteurs leur échappa. À Dien Bien Phu, les défenses françaises sont situées à la base de collines autour des pistes d'atterrissage. Mais celles-ci, à leur tour, sont dominées par les montagnes environnantes. Si Giap arrive à y installer son artillerie, il pourrait dominer les collines ainsi que l'aérodrome. Néanmoins, les Français sont persuadés que leur force armée pourra réduire au silence la moindre menace de bombardement du Viet Minh. Sans compter que les avions de chasse et les bombardiers français peuvent éliminer l'artillerie Viet Minh située sur les montagnes. Fin janvier 1954, Giap est prêt. Son artillerie a été transportée au sommet des montagnes. Le Viet Minh surplombe les points d'appui français essentiels à la survie de la base de Dien Bien Phu. Mais au sommet de ces montagnes, le Viet Minh s'expose aux tirs des bombardiers et des avions de chasse français. Khe Sanh, 14 ans plus tard. Le facteur essentiel à Khe Sanh est la série de collines dénommées selon leur hauteur en mètres. Les principales sont 881 nord, 881 sud et 861. Toutes surplombent le plateau sur lequel est située la base et dominent la rivière Rao Quan, l'un des axes probables de l'attaque Viet Cong. Giap a conscience que ses hommes doivent contrôler ces collines. Mais après un rapport concernant le regroupement des forces de Giap dans la région, les Américains renforcent leur position sur ces collines et de nouvelles positions défensives sont établies sur les collines 558, 861 et 861A.
Évidemment, le but des Marines n'était pas d'être assiégés, mais de s'assurer qu'ils gardaient bien le contrôle des hauteurs autour de la base de Khe Sanh. Cela leur permettait d'avoir une position suffisamment forte pour pouvoir continuer à se battre, et ce, même si l'ennemi réussissait à pénétrer leurs lignes ou à les encercler. Les hauteurs sont toujours les positions essentielles à contrôler. 14 ans plus tôt à Dien Bien Phu, Giap est pleinement conscient que son artillerie, située au sommet des montagnes, est dangereusement exposée à la riposte de la force aérienne française. Ainsi, le 26 janvier, jour prévu pour son attaque sur le camp, le général Giap prend une décision difficile. Il annule l'opération. La maîtrise des hauteurs a failli échapper au général Giap. Il va maintenant remédier à ce fait. Au début du mois de mars, de nouveaux postes Viet Minh sont construits. Il y a maintenant dans les montagnes autour de Dien Bien Phu plus de 48 howitzers de 105 mm et 150 pièces d'artillerie légère. La situation a changé par rapport à janvier. Tous les postes sont cachés dans des tranchées ou des grottes, à l'abri de toute mission d'observation effectuée par l'aviation française. Le nombre des accrochages avec les patrouilles se multiplie. L'assaut Viet Minh est imminent et les Français continuent de fortifier la base. En mars 1954, presque 16 000 hommes sont sur place. Le général Navarre et le colonel de Castries sont persuadés d'avoir les moyens suffisants, aidés en cela par leur appui aérien, pour tenir face à n'importe quelle attaque du Viet Minh. Mais ils ne se doutent pas que Giap domine les hauteurs de Dien Bien Phu. Khe Sanh, 20 janvier 1968. Les Marines attendent. Ils savent qu'un assaut de leur base est sur le point d'être lancé. Eux aussi sont persuadés d'avoir suffisamment œuvré pour tenir face à une attaque ennemie, d'autant plus que la suprématie américaine des airs est leur atout. Désormais, seul le résultat de l'affrontement montrera lequel de ces généraux a le mieux suivi les règles essentielles pour la bonne préparation d'un siège. Dien Bien Phu, le 13 mars 1954, en fin d'après-midi. Depuis leur position dans les montagnes environnantes, les artilleurs du général Giap ouvrent le feu juste avant la tombée de la nuit. Cela leur laisse le temps d'ajuster leurs tirs, mais empêche l'aviation et l'artillerie française de les localiser et de mener une contre-attaque. Leurs cibles sont Béatrice et Gabriel. L'attaque dure toute la nuit. Rien que lors des 12 premières heures, presque 9000 obus s'abattent sur les positions tenues par les Français. Un assaut donné par l'infanterie s'ensuit. Béatrice tombe en quelques heures. L'attaque de Dien Bien Phu a commencé. Dien Bien Phu, début de la matinée du deuxième jour de l'assaut Viet Minh. Des renforts arrivent, parachutés depuis le flanc aérien que les Français pensent totalement contrôler. Les pertes sont immédiates. 20 heures le même jour. Gabriel subit à nouveau un feu massif de l'artillerie ennemie, puis un assaut d'infanterie. Le lendemain, 5 heures du matin, troisième jour, le Viet Minh s'empare de Gabriel. Une contre-attaque française échoue. La stratégie de Giap à ce moment-là n'est pas d'assiéger la base de Dien Bien Phu, mais de s'en emparer. Des vagues humaines de combattants du Viet Minh se jettent sur les défenses françaises. Pendant les 3 premiers jours, les pertes du Viet Minh sont de 2000 morts et de 7000 blessés. Après 4 jours de combat, Giap change de stratégie. Il décide d'assiéger les Français et peu à peu commence à resserrer son étreinte sur le camp. Les assauts suicides frontaux cessent. Pour se rapprocher des Français, les combattants Viet Minh creusent tranchées et tunnels. Les Français envoient un autre bataillon de parachutistes. Mais Anne-Marie tombe. Le Viet Minh coupe la route menant à Isabelle. Le camp de Dien Bien Phu est sous le feu constant de l'ennemi. Les tirs français et les attaques aériennes n'ont aucun impact sur l'artillerie du Viet Minh qui est habilement dissimulée. Khe Sanh,
21 janvier 1968. Les troupes nord-vietnamiennes pénètrent le périmètre de la garnison, attaquent la colline 861, percent les défenses des Marines et s'emparent de la zone d'atterrissage des hélicoptères. Des centaines de roquettes, des obus d'artillerie lourde et légère pleuvent soudain sur la base de combat et incendient le principal dépôt de munitions. Le village de Khe Sanh est attaqué. Les stratèges des Marines sont aussitôt évacués par hélicoptère. Le siège de Khe Sanh a commencé. Les Nord-Vietnamiens bombardent la base avec des mortiers de 82 et de 120 mm installés en arc de cercle au nord-ouest. Ils installent des lance-roquettes de 122 mm sur la colline 881 et de l'artillerie de 152 mm sur des positions dissimulées derrière la frontière du Laos. Quelques 2500 obus d'artillerie pilonnent la base chaque semaine. Ce que les Viet Cong devaient faire, et cela faisait évidemment partie de leur plan, était de s'emparer des collines surplombant Khe Sanh et recréer une situation telle que celle de Dien Bien Phu. Mais étant donné que les Américains avaient maintenu leur patrouille de combat et installé des postes fortifiés dans les collines, les Viet Cong ne purent jamais contrôler les hauteurs. Et sans ce contrôle, ils ne purent avoir une position aussi favorable que celle de Dien Bien Phu. Les Marines se terrent. Ils continuent de creuser un complexe de tranchées et de tunnels reliant les bunkers entre eux. Les seuls hommes à sortir en journée sont ceux qui sont désignés pour effectuer des patrouilles ou tenir leur poste de sentinelle. Les attaques nord-vietnamiennes continuent. 5 février, tôt dans la matinée. Après un rapide bombardement au mortier, les Nord-Vietnamiens se jettent à l'attaque de la colline 861A. La plupart sont immédiatement fauchés avant même d'avoir atteint les défenses situées sur terrain plat. Les rares qui les passent sont tués eux aussi. 3 heures plus tard, il fait alors jour, ils relancent l'assaut et tombent tous à nouveau. 8 février, les réguliers de la 325e division nord-vietnamienne, comprenant des vétérans de Dien Bien Phu, attaquent la base principale. Ils sont sur le point de réussir lorsqu'ils sont forcés de se replier sur terrain découvert sous un feu nourri de l'artillerie américaine. Pour des raisons toujours inconnues, Giap ne lance pas ses forces en attaque coordonnée ni n'utilise ses quelques tanks contre les positions tenues par les Marines. Et alors que les sièges de Dien Bien Phu et de Khe Sanh prennent racine, les généraux font face à une nouvelle donnée dans la planification d'un siège. Le ravitaillement. La question pour l'assiégeant est de savoir s'il peut assurer le ravitaillement de ses troupes, tout en empêchant celui de l'assiéger, et pour l'assiéger s'il peut se faire ravitailler. À Leningrad, le ravitaillement soviétique se fait par le lac Ladoga, en hiver particulièrement lorsque celui-ci est gelé. Les Allemands ne peuvent l'empêcher. Stratégiquement, ils ont donc échoué car ils n'ont pu respecter l'une des règles essentielles d'un siège. À Dien Bien Phu, la deuxième armée de Giap, constituée de travailleurs patriotiques, continue de ravitailler la première. Un rapport explique que 33 500 hommes, femmes et enfants se servent de 2724 vélos, 2673 bateaux et 17 400 chevaux pour transporter plus de 20 000 tonnes de riz ainsi que des munitions et autres équipements de guerre aux assiégeants de Dien Bien Phu. Pendant ce temps-là, les Français comptent sur la fameuse troisième dimension, le flanc aérien. Malheureusement, Dien Bien Phu n'a que ce moyen pour être ravitaillé, les avions ou les caisses parachutées. Or, la DCA Viet Minh, située au-dessus de l'aérodrome, rend toute opération périlleuse. À Dien Bien Phu, les Français ont surestimé la force de leur flanc aérien.
Ils avaient une force aérienne, le Viet Minh n'en possédait pas. Les Français ont donc cru que le contrôle des airs leur assurerait le ravitaillement de leur camp. Pourtant, la DCA Viet Minh a réussi à neutraliser leurs forces aériennes en empêchant tout atterrissage de leurs avions. Le bombardement est incessant sur la piste. Les atterrissages de jour deviennent impossibles. De nombreux appareils sont abattus. Rapidement, il est décidé que le ravitaillement ne sera effectué que par largage parachuté. Mais plus le périmètre du camp se rétrécit, plus les caisses tombent en zone ennemie. À Khe Sanh, la base est aussi en situation critique. Le ravitaillement est effectué par voie aérienne. Les cargaisons sont transportées par des Hercule C-130 et des Provider C-123, escortés par des hélicoptères de la marine et de l'armée. Là encore, l'opération est périlleuse. Les Nord-Vietnamiens apprennent rapidement à concentrer leurs tirs sur la piste d'atterrissage dès qu'ils entendent approcher le bruit du moteur d'un appareil. Les pertes américaines sont lourdes. Un C-130 transportant un ravitaillement vital de carburant est abattu. 5 hélicoptères sont perdus en essayant de ravitailler la colline 881. Les C-130 se mettent alors à très basse altitude à larguer leur chargement relié à un parachute. Le support aérien permet le ravitaillement, mais aussi d'attaquer l'ennemi. Dès les premières heures du siège de Khe Sanh, le président Lyndon Johnson donne le feu vert à l'opération Niagara, la destruction par voie aérienne des forces ennemies, de ses lignes de ravitaillement et de ses bases situées dans la zone de Khe Sanh. Des vagues de bombardiers déversent roquettes, bombes conventionnelles et napalm sur les positions ennemies. Des escadrons de B-52 Stratofortress attaquent les routes et points de ravitaillement ennemis connus ou suspectés. Avec l'arrivée de la période de la mousson, les attaques aériennes sont guidées par des radars positionnés au sol. Entre le 21 janvier et la fin du mois de mars 1968, l'aviation tactique fait plus de 24 000 sorties, appuyées par 2700 sorties de B-52. 150 000 tonnes d'obus seront tirées sur des positions ennemies connues ou supposées. Et plus de 100 000 tonnes de bombes seront larguées. 2 fois le tonnage largué entre 1942 et 1943 dans les opérations menées dans le Pacifique. À Khe Sanh, les Américains exploitent leur avantage de la maîtrise des hauteurs en utilisant l'appui aérien. C'est une véritable plateforme d'attaque. À Dien Bien Phu, les attaques aériennes françaises sur les positions Viet Minh sont limitées. Ils n'arrivent pas à déloger la DCA Viet Minh de ses positions sur les collines. Au bout d'un mois de siège, le général Paul Ely, chef d'état-major des forces armées françaises, s'envole vers Washington pour demander une assistance américaine. Il souhaite un bombardement massif durant la nuit des positions Viet Minh et de ses lignes de ravitaillement. À la Maison-Blanche, Eisenhower repousse le projet. Les Français sont piégés. Les renforts au sol ne peuvent rejoindre Dien Bien Phu. L'une des grosses différences entre les sièges de Dien Bien Phu et de Khe Sanh se trouve dans l'incapacité des Français à venir aider leur garnison. Ils n'ont pas pu mener une attaque terrestre décisive. La seule possibilité qu'ils avaient, c'était, au début du siège, d'évacuer leurs hommes par voie aérienne. À Khe Sanh, les Américains, eux, ont réussi à lancer conjointement avec leur garnison une attaque terrestre décisive. À Khe Sanh, une colonne de secours composée de Marines et d'hommes de la cavalerie vinrent prêter main forte aux Marines assiégés de Khe Sanh.
l'ennemi oppose une forte résistance. Des bataillons américains sont transportés de plus en plus près de la base. À Dien Bien Phu, entre le 14 mars et le 6 mai, 4300 soldats français sont parachutés sur le camp. Mais cela couvre à peine les pertes françaises qui s'élèvent à 1500 morts et 3500 blessés. Les Américains à Khe Sanh renforcent leurs rangs. À Dien Bien Phu, la France ne fait qu'envoyer des hommes dans une situation d'où ils ne pourront sortir vainqueurs. Mai 1954 et avril 1968. Les sièges de Dien Bien Phu et de Khe Sanh sont sur le point de se terminer. Il est l'heure pour les généraux de faire face à la dernière règle d'une stratégie de siège. La fin du conflit. Assiégeants et assiégés doivent prévoir l'après-siège. Pour l'assiégeant, cela entraîne de savoir ce qu'il fera si le siège échoue et qu'il est obligé de se retirer. À Leningrad, les Allemands n'avaient pas à l'origine planifié d'assiéger la ville. Ils n'ont donc pas prévu d'après-siège. Lorsqu'ils se retirent après l'échec de leur opération, ils affrontent alors une puissante contre-attaque soviétique. Pour leur part, les soviétiques avaient une stratégie d'après-siège très claire. Leur plan était d'attirer les forces allemandes à Leningrad, de les bloquer pour qu'ils s'enlisent et qu'Hitler ne puisse les utiliser ailleurs. Et lorsque les Allemands ont commencé à faiblir, les Soviétiques ont contre-attaqué. Le résultat fut dévastateur pour leur ennemi. Dien Bien Phu, début du mois de mai. La mousson est arrivée. Le camp français est un vaste bourbier et les tranchées s'effondrent. L'hôpital souterrain de la base est inondé et les blessés gisent dans la boue au poste de commandement. Du 2 au 5 mai, 388 hommes des dernières compagnies de parachutistes sont largués sur le camp. Le 6 mai, le plus grand largage de ravitaillement depuis 8 jours arrive trop tard, et celui-ci tombe en grande partie entre les mains de l'ennemi. Le Viet Minh a installé des orgues de Staline qui peuvent lancer simultanément 6 roquettes sur le camp. Désormais, et ce plus que jamais, la bataille pour Dien Bien Phu est purement politique. À Genève, la conférence de paix qui va décider de l'avenir de la région a déjà commencé. Il semble maintenant que les généraux français n'ont pas préparé de sortie de conflit. La stratégie française à Dien Bien Phu avait été de lancer des attaques sur l'ennemi depuis leur camp. Mais quelques jours après leur prise de position à Dien Bien Phu, les rôles ont été interchangés. On observe alors que l'objectif français, leur sortie de conflit, est uniquement de rester en vie. Mais ils ne vont pas pouvoir le réaliser, étant donné que l'ennemi les étouffera rapidement. De plus, le Viet Minh réalise que le siège de Dien Bien Phu est la seule grande bataille d'Indochine. Le Viet Minh a une vision très nette de ce à quoi la victoire doit ressembler à Dien Bien Phu. Son drapeau doit être planté dans le camp tenu par les Français. Comprenant très précisément ce que réclame la réussite de cet objectif, le Viet Minh jette ses forces dans la bataille, et peu importe si ses pertes humaines sont exorbitantes. Le 6 mai, le ciel est dégagé et l'aviation française lance un dernier assaut aérien désespéré. L'artillerie Viet Minh reste silencieuse pour ne pas être repérée. Mais la nuit venue, les tirs se déchaînent. La fin du siège est proche. Les Français vont faire face avec bravoure. Le matin suivant, le 7 mai, le Viet Minh lance son ultime assaut. Au même moment, le colonel de Castries est promu général. Il lui est demandé de tenir bon. Mais plus tard, cet après-midi-là, de Castries envoie son dernier message. Nous faisons tout exploser. Puis, adieu. Un cessez-le-feu est déclaré à 5 heures de l'après-midi. Dien Bien Phu est tombé. Le jour suivant, à la conférence de paix de Genève, la France demande l'armistice. À Khe Sanh, c'est la fin de la mousson. Les Nord-Vietnamiens s'enfuient
et traversent la frontière laotienne. Leur siège est un échec. La relève de Khe Sanh est effectuée à 23h50 le 6 avril 1968. Les Marines ont remporté une victoire militaire à Khe Sanh. Mais était-ce aussi une victoire politique? Malgré la résistance américaine à Khe Sanh, l'opinion publique américaine réclame de plus en plus le retrait de leurs forces du Vietnam. Moins de 3 mois après la fin du siège, Khe Sanh est tranquillement évacuée. Étudions comment les généraux et les stratèges à Dien Bien Phu et à Khe Sanh ont respecté les points essentiels d'une stratégie de siège. À Dien Bien Phu, Giap avait un objectif militaire et politique très clair. Les Français au départ avaient eux aussi un objectif militaire précis, mais ils le perdirent dès les premiers jours du siège. À Khe Sanh, les objectifs de Giap étaient clairs d'un point de vue militaire et politique. Il en allait de même des Américains. Mais leur objectif de défaire militairement les Viet Cong fut sapé par les manifestations contre la guerre qui se développaient à travers les États-Unis. À Dien Bien Phu, la France pensait avoir les moyens suffisants, mais elle se trompait. Au départ, Giap n'avait pas ces moyens, mais il changea ses plans lorsqu'il prit conscience que son artillerie n'était pas à l'abri. À Khe Sanh, Giap pensa encore une fois avoir suffisamment de moyens, mais il sous-estima les forces américaines. Les Américains comprirent qu'ils devaient se rendre maîtres des hauteurs, et c'est ce qu'ils firent. À Dien Bien Phu, les Français ne purent ravitailler leurs hommes par voie aérienne. Le Viet Minh a réussi quant à lui à organiser le ravitaillement de ses propres forces, tout en empêchant celui de l'ennemi. À Khe Sanh, les Nord-Vietnamiens ont été incapables de bloquer le ravitaillement aérien américain. Les Américains, eux, ont réussi à le mener à bien. À Dien Bien Phu, la France n'avait pas d'objectif autre que tenir jusqu'au début d'une conférence de paix. Sa défaite militaire offrira au Viet Minh l'avantage politique qu'il désirait. Giap avait un objectif clair et il réussit à le réaliser. Par une ironie du sort, les deux belligérants à Khe Sanh sortirent vainqueurs du siège. Giap n'eut pas le triomphe militaire qu'il avait connu à Dien Bien Phu, mais il réalisa son objectif politique lorsque les tanks nord-vietnamiens pénétrèrent dans Saigon, permettant la mainmise communiste sur le pays. L'objectif limité de la stratégie américaine fut mis en évidence lorsque les troupes de Khe Sanh furent tranquillement évacuées quelques mois plus tard. Alors quel est l'avenir d'une stratégie telle que le siège? La stratégie d'un siège sera toujours d'actualité pour les politiques et les militaires. On aura toujours besoin de fixer et bloquer un ennemi. Néanmoins, nous aurons beau avoir de nouvelles trouvailles technologiques, comme des missiles téléguidés très précis ou des bombardiers très rapides, les médias arriveront toujours à montrer des images de l'opération ou de la zone avec les possibles présences de civils. On peut donc se demander si les opinions publiques continueront d'accepter l'organisation de sièges dans les guerres à venir. Comme on a pu s'en apercevoir avec les sièges de nombreuses villes irakiennes lors de la Seconde Guerre du Golfe, cette stratégie entraîne des effets politiques et humanitaires souvent très difficiles à accepter.